je ne serai pas long, car le temps presse. Avant que le spectacle ne commence, j'aimerais vous en dire quelques mots. Cette création, car c'en est une, est composée de petits tableaux qui nous retracent l'histoire souvent méconnue de certains de nos champions olympiques, lesquels se sont illustrés de 1896 à Athènes, année où Coubertin relança les Jeux olympiques, à 1936 à Berlin, où Hitler décida de s'en servir afin d'affirmer sa toute-puissance. Alors pourquoi cette période, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que cette période était déjà porteuse de tout ce qu'il se passera par la suite. Or donc, des petits tableaux, pris ça et là, au hasard de nos connaissances. Ah! Autre chose! Et c'est là le plus important. Tout ce qu'il vous sera permis de voir et d'entendre sur cette scène est authentique. Nous n'avons rien inventé. Certes, vous serez surpris, mais tout est vrai. Même moi. Alfred Ayos. Vainqueur des épreuves de natation à Athènes en 1887. Bien sûr, me direz-vous, en quoi vos performances sont-elles exceptionnelles? Eh bien, croyez-moi, elles le sont. À cette époque, à Athènes, pas de piscine. On emmenait en bateau les nageurs en pleine mer et on les jetait dans l'eau. Et le premier arrivé sur le rivage était déclaré vainqueur. Eh oui, en pleine mer. Et croyez-moi, il valait mieux pas traîner. Ah! Saint-Louis 1904. Alors ça, c'est un bon souvenir. J'ai assisté aux épreuves de tir à l'arc. Et j'ai eu ma photo dans le journal. Là, à côté des tireurs, c'est moi. Oh, c'est une épreuve assez particulière. Il faut envoyer la flèche le plus haut possible. Le tireur, il bande son arc, il lâche la flèche, il va vite faire 4-5 mètres sur le côté. Moi, j'ai pas bougé. J'ai pas percuté que forcément la flèche, elle allait redescendre. Mais j'ai eu du bol. J'ai eu du bol que ce soit que le pied. Mais j'ai eu ma photo dans le journal. Et oui, et oui. Londres 1908, moi je dirais le roi et la reine made in England. Deux clowns, deux pantins, deux fantoches, deux guignols. De qui peut bien parler ce bouquin avec un langage aussi ordurier? Je pense qu'il parle de nous, ma chère. Putain d'Irlandais! S'il n'en avait tenu qu'à moi et à tous les Irlandais, c'est avec plaisir que je les aurais éradiqués. Mais bon, puisqu'il me faut choisir un sportif pour incarner ces jeux, moi je dirais l'Américain Martin Sheridan. Américain certes, mais Irlandais d'origine. Ou alors un Français, Géo André. Excusez la trivialité de mon propos, mais ces deux-là, croyez-moi, ils en avaient dans la culotte. Martin Sheridan a certes gagné pas mal de médailles, notamment au disque. 3 Olympiades, 3 médailles d'or. La dernière ici même, à London. Mais de là à dire qu'il fut le plus grand, on l'est certes, mais pas plus de 5 minutes, celles qui suivent une victoire. Je n'aime pas ce Martin Sheridan. Lors de la cérémonie d'ouverture, il avait été demandé à toutes les nations de baisser leur drapeau en passant devant la loge royale. Ma loge, par déférence, question de protocole. Le porteur du drapeau américain, Ralph Rose, se devait d'agir ainsi. Mais son ami, Martin Sheridan, en a décidé tout autrement. Il lui a dit « Ne baisse pas le drapeau !» Et l'équipe américaine a défilé devant la loge royale, le drapeau bien levé. On m'aurait fait un droit d'honneur que j'en eusse été tout aussi offusqué. Sorry.
drapeau ne s'incline devant aucun monarque terrestre. Sa réplique est à l'origine d'une tradition désormais bien ancrée aux États-Unis d'Amérique, ne jamais incliner la bannière étoilée devant quiconque. Mais en vérité, si Martin Sheridan a agi ainsi, c'est que tout simplement, ce bâtard est un Irlandais d'origine qui a migré aux États-Unis à l'âge de 16 ans et qu'un Irlandais, migré ou non, ne rendra jamais hommage à un Anglais. Sorry. Je tiens toutefois à préciser que certains ont apporté une version moins politique de l'incident. Si le sus-nommé Ralph Rose avait eu à baisser le drapeau, il n'aurait plus eu la force de le remonter. Lui et son ami Martin Sheridan ayant eu plus que de raison. Ni Martin Sheridan s'empressa de démentir cette déclaration en déclarant « Si j'avais été bourré, ce n'est pas le drapeau que j'aurais baissé, mais mon chaud. » Saleté d'Irlandais! Sorry. Après les Jeux, Martin Sheridan entra dans la police de New York comme artificier. Un Irlandais, pensez donc, les bombes, ça collait! Sorry. Il est mort 10 ans jour pour jour après avoir gagné sa 3e médaille d'or au JO de London, de la grippe espagnole, laquelle fit entre 30 et 100 millions de morts. Ça la vie, tout ça ne l'est plus. Mais ce bâtard d'Irlandais aura tout de même eu la satisfaction d'avoir vu l'indépendance de l'Irlande. Sorry. Oh, ces Français, ils sont d'une prétention. Cet Andrew, ce Géo Andrew, pour l'épreuve de la hauteur, arrive dans le stade avec un short surdimensionné. Les Français, certes, passent pour de cholapins, mais de là à afficher aussi ouvertement son énergie sexuelle est une inconvénience rare. Tous les autres athlètes étaient habillés sans excès, mais lui... Mais mal il en a pris. L'Américain Henry Porter... Les Américains, je les maudis! Passe 1,90 m et prend la tête du concours. J.O. Andrew, après avoir raté ses 2 premiers essais, passe à son tour cette hauteur. Mais alors qu'il lève les bras, le bas tombe. Son short, trop grand, avait effleuré le bas. Il ne sera que 2e. Bien fait pour son gueule, à se manger de grenouilles, à se bouffer d'escargottes. Sorry. Froggy! Fucking Irish! I hate you! Sorry. Sorry. Pareil 1900. Moi je dirais Constantin Henriquet. Ou Brockman. Il faut d'abord que je vous explique ce que je fais là. Je suis ce qu'on appelle un voleur. Mais un petit voleur, hein, pas très doué. De nombreux séjours en prison. Dernier en date pour cambriolage. J'en ai pris pour 2 ans. Et puis je suis sorti la semaine dernière et... Mais je me disperse là. Venons-en plutôt à ce qui m'amène ici devant vous et à interrompre le spectacle en cours. Il y a 1 heure environ, j'ai braqué une banque. Tout seul, en plein jour. Truc de dingue, hein? Vous allez me dire pourquoi? Eh ben, disons que j'ai eu un coup de chaud. Ou plutôt que j'ai eu besoin d'un coup de chaud. Très loin d'ici. À Haïti. Ouais. Bon, Haïti, c'est pas la porte à côté. J'avais besoin d'argent pour m'y rendre. Autant vous dire tout de suite que mon braquage s'est très mal passé. Il y a eu des coups de feu dans tous les sens et j'ai buté le vigile. Et en état de légitime défense toutefois, parce que c'est lui qui a commencé à tirer. Oui, bon, j'ai beau pas être un cérébral, je pense pas que ça puisse m'excuser pour autant. Du coup, je me suis enfui, sans rien emporter, et à pied parce que j'avais oublié mes clés de bagnole sur le comptoir de la banque. Puis je me suis réfugié dans ce petit cabaret. Hop, 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 hop.
Oui, mais on bouge pas, là. Ah, et si vous bougez, je tire. Hein, donc, Quant à toi, l'artiste, tu peux continuer ton numéro, hein. Autant rajouter un peu de visuel à mon monologue. Ouais, bon. Je sais plus où j'en étais, moi, du coup. Ah ouais, il y a de fortes chances pour que les flics débarquent à un moment, hein. Je sais même pas pourquoi ils sont pas encore là, d'ailleurs. Quant à vous dire comment tout ça va finir, eh ben, j'en sais rien. Mais en attendant, j'aimerais vous parler de moi et de Riri. Pourquoi? Parce que personne d'autre le fera. Eh ouais, Paris 1900, les Jeux Olympiques, l'exposition universelle, tout ça n'est plus qu'un vague souvenir pour vous. Eh ben pour moi et Riri, c'était le rêve. Ouais, Riri, c'était mon pote. Et on avait 9 ans tous les deux en 1900 et on vivait sous le même toit. Celui d'un orphelinat. Alors forcément, les JO, ça nous faisait rêver. Et on a eu envie d'aller voir. Alors on a fugué. Pour vivre, on se débrouillait, on chapardait. On est allé voir un match de rugby. Dans l'équipe de France, il y avait un noir. Avec Riri, c'était la première fois qu'on en voyait un. Un spectateur nous a dit qu'il s'appelait Constantin Henriquet et qu'il était de Haïti. Et qu'ils étaient tous noirs à Haïti. Victoire de la France, ce qui a fait de lui le premier champion olympique de couleur. Bon, le match, on l'a pas vu en entier. Hein. Avec le Riri, on a profité pour faire un petit tour du côté des vestiaires. Et on a piqué des tas de trucs. Bah, sauf au Constantin. À lui, on lui a rien pris. Ah, et pour nous, les Noirs, c'était des esclaves, hein, donc des orphelins, comme nous, quoi. Il faut dire que Haïti aussi, ça nous faisait rêver. Riri a dit, quand je serai grand, j'irai à Haïti. Enfin, quand je vous dis qu'on lui a rien pris, c'est pas tout à fait vrai. Dans ses affaires, le Constantin, il avait une photo de Haïti. Et je la lui ai prise. Mais je l'ai pas dit à Riri. Hein. Je l'ai toujours sur moi. Après ça, on est allé voir une course de bateau sur la Seine. C'était une course... le 2 avec Barre. Ils étaient là dans leur petit bateau à attendre le départ. Du coup, avec le Riri, on a profité pour se faufiler dans les vestiaires. Lui est passé devant, et puis moi je suis resté devant la porte pour faire le P. Mais bon, comme je vous l'ai dit... Excusez-moi. Comme je vous l'ai dit, je suis pas très doué comme gardien. J'ai mal fait le P. Et on s'est fait choper. 2 balaises en caleçon, et un plus petit en caleçon lui aussi. Ah bon, on n'est pas français. Et ils étaient censés rester dans leur bateau à attendre le départ. Mais n'empêche, ils sont pointés. Et ils n'ont pas tardé à comprendre ce qu'on faisait là, parce que le Riri, il avait déjà leur montre à son poignet. Le plus petit des 3, il parlait un peu français. Il nous a menacé d'appeler les flics. Moi, j'étais mort de trouille, mais le Riri, lui, les a baratinés. On est orphelin, monsieur. Et si on est dans les vestiaires, c'est parce qu'on adore nager. Mais comme on n'avait pas de maillot, ben on est venu voir s'il n'y en avait pas un qui traînait. Et pour ce qui est de nos montres que tu portes déjà à ton poignet. Alors là, le Riri, il s'est pas démonté. Ben c'est pour nous chronométrer, monsieur. Et là-dessus, il a rajouté... J'adore l'Amérique. Ce qui les a bien fait marrer, vu que c'était des Hollandais. Tu sais nager. Ben ouais. Écoute, tu n'es qu'un petit voyou, mais tu m'as l'air malin. Il va falloir que tu comprennes, mais il va falloir faire vite. Mes 2 copains là sont les 2 meilleurs rameurs qu'on puisse trouver. Impossible à nos concurrents de nous battre. Si ce n'est en allégeant leur bateau. Et c'est ce qu'ils ont fait. On s'est aperçu qu'ils ont tous pris comme barreur quelqu'un de très léger. Ouais, le barreur, c'est celui qui est à l'avant du bateau. Il rame pas, il donne la cadence. Et moins il pèse, et plus le bateau est léger. Et plus le bateau est léger, et plus il est facile pour les rameurs de le faire avancer. C'est ça, monsieur. C'est ça. On n'a plus aucune chance de gagner, si ce n'est en allégeant nous aussi le bateau. Or, facilement, toi, tu fais 30 kilos de moins que moi. Ah, vous voulez que je vous remplace, monsieur? Oh oui, mais tu n'auras rien à faire. Donner la cadence, ce n'est pas la peine. Ils sauront la trouver eux-mêmes. Ils sont les plus forts. C'est à toi de décider, mais il va falloir faire vite, car la course, elle va partir. Tu dis oui, tu fais la course, et tu pars tranquille avec ton copain et nos montres. Tu dis non. Vous appelez les flics, monsieur? Bon, on n'appelle pas les flics, mais tu nous rends nos montres. Alors? Et il a dit oui. Il a pris place avec eux dans le bateau. Il tremblait un peu. Moi, je savais pourquoi. Il leur avait dit qu'il savait nager. Mais moi, je savais qu'il savait pas. Eh ben, n'empêche, ils ont quand même gagné la course. Ils ont même posé pour la photo.
Après ça, avec le riri, on s'en est reparti. 2-3 mois plus tard, je me faisais choper la main dans le sac. Je suis d'une vieille dame. Direction la maison de correction. Correction, c'est le mot. J'ai été élevé à coups de trick. En sortant, j'ai essayé de retrouver le riri, mais sans succès. Lors d'un voyage d'affaires en Hollande, 10 kilos d'héroïne, je suis retombé sur un des 2 rameurs. Alors lui, il était devenu évêque. Excusez-moi, c'est une longue histoire et je commence un peu à fatiguer. En tout cas, tout ça pour dire que eux non plus, ils n'avaient pas retrouvé le riri. Il y a plein de gens qui ont essayé de le retrouver. Des journalistes, des historiens. Ça n'a jamais rien donné. Alors pour moi, soit il est mort, les flics, les chapardeurs, ils n'aiment pas trop ça. Soit il a appris à nager. Et il est parti loin. Très loin d'ici. À Haïti. Ouais, peut-être que si moi aussi j'avais réussi ce dernier coup. Ça m'emmerde pour le vigile. Oh bah tiens les blas. Mais t'as vu que cette fois c'est toi qui vas gagner la partie. Et par contre toi tu vas la perdre. Haïti t'en auras connu qu'une vieille photo jaunie. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Guignol vous salue bien bas. Et puis, si vous pouviez vous rappeler de notre histoire, à Riri et à moi, ben, ce serait bien. Excuse-moi l'artiste d'avoir brouillé ton numéro. Tu m'en voudras pas d'emprunter ton salut. Saint-Louis 1904. Je dirais Georges Heiser. Au milieu, en pantalon. Oui, c'est lui. Un sacré athlète. C'est un peu grâce à lui que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Je me présente. Je suis Ludwig Guttmann. En 1948, je suis médecin neurologue à l'hôpital de Scott, Mandeville, près de Londres. Et j'y organise les premiers Jeux mondiaux des chaises roulantes et des amputés. Oui, bon, je sais, le titre n'a rien de très réjouissant. Coluche ou Pierre-Luc Desproges auraient pu en être l'auteur. Mais la Deuxième Guerre mondiale avait fait beaucoup de victimes. Et il me semblait important de faire quelque chose. Et en 1960, ces Jeux eurent lieu à Rome. Et sont considérés à nos jours comme les premiers Jeux paralympiques. Mais bon, revenons-en à Georges Heiser. Il était gymnaste et participe aux Jeux de Saint-Louis en 1904. 6 médailles, dont 3 en or. Et vous vous demandez sûrement quel rapport y a-t-il entre Georges Heiser et moi? Eh bien, à l'issue de la dernière épreuve, il avait été abordé par un spectateur. Le genre tête à claque. Je tenais à vous féliciter, bravo. Vous avez été absolument... Oui, ça va. Par contre, je dois reconnaître que votre tenue m'a surpris. Tous les autres athlètes sont en short et vous en pantalon. Je m'étonne qu'on vous ait laissé concourir ainsi. J'ai fait moi aussi de la gymnastique, mais toujours en short. Désolé que la chose vous ait perturbé. C'est un genre que vous vous donnez? Non, disons que c'est plutôt une obligation. Une obligation? Oui. Qu'est-ce que je te disais? Vas-y, dis-lui ce que je t'ai dit. Vas-y, dis-lui. Mon mari a émis l'hypothèse que vous vous étiez blessé à la jambe et que vous portiez un pantalon afin de cacher cette blessure. Mais en ce qui me concerne, je vous ai trouvé absolument... Oui, ça va. Je vous ai bien observé. Vous claudiquez légèrement en marchant.
Alors moi, je me suis dit, il s'est blessé en faisant un exercice. C'est ça? Non, c'est pas ça. Pour ma part, je tiens à vous dire toute mon admiration. Vous avez été à... Mais tais-toi. Tu n'y connais rien, tais-toi. Est-ce vrai que vous êtes un ancien gymnaste? Oui, Disons qu'il a fait de la gymnastique. oui, mais toujours en champ. Et j'étais doué. Peut-être même un petit peu plus que vous. J'en pensais, ceci dit. Mais voilà, j'ai dû arrêter. Les pieds plats. C'est là un handicap rédhibitoire en gymnastique. Elle est en bois. Bon, Ma jambe, elle est en bois. bois. Un accident de train, j'avais 6 ans. On a dû me la couper à la hauteur du genou. Et oui, 6 médailles avec une jambe en bois. D'où le port du pantalon. Mais je suis d'accord avec vous. Si j'avais eu les pieds plats, il m'aurait fallu arrêter la gymnastique. C'est là un handicap rédhibitoire. Il m'aurait fallu marcher sur les mains. Vous n'y avez jamais pensé. Ou bien il y a des choses un peu moins haut. Alors toi, tu te tais. Saint-Louis, 1904. Eh bien, moi, je dirais... Jamais je n'aurais dû m'y rendre, mais mon éditeur m'a dit que le public serait là et qu'il fallait que je profite de cet événement pour vendre mon livre de mémoire. Geronimo, grand chef indien, 300 pas, $3,50. 4 avec mon autographe. En vérité, je ne faisais pas partie des jeux, mais de l'exposition universelle qui allait avec, et plus spécialement des journées anthropologiques, lesquelles ont connu plus de succès. Et de plus, que les jeux eux-mêmes. En tant que chaman, je pouvais invoquer le ciel pour qu'il pleuve. Drôle de journée. On aurait pu se croire dans une réserve. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. N'ayez pas peur, approchez dans mon antre. Sont-ce des hommes? Sont-ce des bêtes? Eh bien, ce sera à vous d'en juger par vos propres yeux. Ils sont japonais, africains, turcs, patagons, pygmées, syriens, et ils vous étonneront par leur sauvagerie. Approchez, par-ci, mesdames, pas trop près cependant. Il pourrait par inadvertance vous éclabousser. Par ici, madame, entrez, chère. Sous prétexte de les évaluer, on leur a fait disputer certaines épreuves, dans lesquelles, bien évidemment, ils se montraient d'une maladresse insigne. Voir un pygmée participer à un 110 mètres haies a beaucoup amusé le public. Mais ils sont cons, ces pygmées. Pas foutus de sauter une haie. Alors soit ils passent dessous, soit ils font le tour. C'est vraiment des demeurés, hein. Moi, je trouvais ça plutôt logique. Pourquoi s'embêter à sauter les haies? Les demeurés ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Saint-Louis est une drôle de ville. Du coton, partout. D'un côté les blancs, de l'autre les noirs. Et les blancs regardent les noirs comme des barbecues. Envie d'y foutre le feu. J'ai beaucoup aimé le marathon. Le premier qui arrive s'appelle Lance. Son arrivée, 10 minutes avant l'heure prévue, surprend tout le monde. On l'acclame, la fille de Roosevelt va lui remettre des fleurs, et c'est alors qu'il éclate de rire. Ah non, 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 il faut que je vous dise, à 10 km de l'arrivée, j'ai abandonné. Mais comme je me sentais pas très bien, je suis monté dans l'ambulance, direction le stade. Mais à 500 mètres du stade, l'ambulance est tombée en panne. Alors j'ai fini le reste à pied. Et quand
quand je suis rentré dans le stade et que j'ai vu que tout le monde m'applaudissait, j'ai levé les bras. Avouez que c'est drôle, hein. Il faut croire que ce n'était pas si drôle que cela. Ils l'ont disqualifié. À vie. Le second arrivé dans le stade a donc été déclaré vainqueur. X, il s'appelait. Et lui, le tour de piste, il connaissait. Il était clown de profession. Il est arrivé dans un drôle d'état. Piqué de partout, à la strychnine. On se dopait avec à cette époque-là. Je préfère avoir gagné cette course que d'être président de la République. Vu son état, je crois que tout le monde était d'accord avec lui. Outre la strychnine, ses entraîneurs lui avaient fait gober une trentaine d'œufs. Ils ont mis 4 jours à le ranimer. Le second de l'épreuve est un Français. C'est le seul Français inscrit à ces Jeux, vu que la France n'a pas pu envoyer d'athlètes à Saint-Louis. Voyage trop long, trop cher. Ce Français, c'était un camp. Eh ben, dis donc, je suis pas mécontent d'être arrivé second, moi. Non, vous savez, en vérité, j'ai migré aux États-Unis il y a de ça 6 mois, et puis je me suis inscrit dans un petit club de sport à Chicago, et puis dans la foulée, je me suis inscrit au JO, histoire de voir ce que je valais. D'ailleurs, je participe aussi à la course du 4 x 5 km avec mon club de Chicago. 2e médaille d'argent. Mais vous savez, je suis surtout là pour trouver du boulot, moi. Qu'est-ce que vous faites ce soir? What do you say? Love with me this night. Sport massage. Personne n'a parlé de sa performance en France. 6 mois plus tard, il se faisait naturaliser américain. Et du boulot. Oh, il en a trouvé. Il est devenu ce qu'on appelle un briseur de grève. Un de ceux qui, à coups de patte de baseball, pète les genoux des ouvriers quand ils commencent à protester de trop. Difficile après ça de courir un marathon. 2 ans plus tard, il s'évaporait. Nul ne sait ce qu'il est devenu. Et pourtant, grâce à lui, la France est le seul pays au monde à avoir gagné au moins une médaille à tous les Jeux Olympiques. Mais celui qui aurait dû gagner, c'est un Cubain, Carl Javan. Je suis facteur à Cuba et je voyage à pied. Si. Il est arrivé sur la ligne de départ habillé comme il était venu. On a dû lui découper le pantalon pour en faire un short et on lui a dessiné le numéro de son dossard sur sa chemise. Una camisa de noche. Il n'y en a pas d'autre. Et on lui a prêté une paire de chaussures. Digo, 43 et j'ai fait des 38. Il n'avait pas fait 1 kilomètre qu'il a failli se faire écraser par un train. Mucho calore et nous dirigeons in Cuba. Mais ça ne l'a pas perturbé pour autant. Oui, lui c'était le meilleur. Et la victoire, il s'en fichait. Qu'il rigolait tout le temps et ne pensait qu'à manger. Y espera, tengo un poco de hambre. No tiene nada de comer. Tiene una cosa de comer, ¿no? Un vrai mort de faim. Pequeño, muy bien, Patrick. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Una foto? Si. Y después, no sé, después, ¿qué para comer? Hambre. Muy bien, muchas gracias. Oui, il aurait dû gagner s'il n'avait pas été trahi par son appétit. Mais il grimpait dans tous les pommiers pour y manger les pommes, alors forcément. Je suis désolé, j'ai des ennuis gastriques.
Por favor, no tiene papel. Papel, por favor. No tiene papel. Comment? Una photo? Si. Non, non, non. Il termine tout de même 4e, en rigolant. Ah, ce marathon! Comme il n'était que 2 étrangers, le français et le cubain, les organisateurs ont essayé d'en trouver d'autres. Ah, mais c'est pas possible, là, il nous faut plus d'étrangers que ça. Ils ont appris qu'un film se tournait. Un film? Non loin de Saint-Louis. À Saint-Louis? Sur l'Afrique du Sud. Des africaneurs? Super! Ils ont envoyé quelqu'un sur le tournage. Ouais, tu m'envoies quelqu'un là-bas, Pour essayer de convaincre quelques figurants de participer à la course. ouais. Tu te débrouilles, il me les ramène. Et le type en a ramené 2. 2 Zoulous. 2 Noirs. Ah, la tête des organisateurs. Len Tao et Yann Machani sont les 2 premiers Africains à avoir participé à des Jeux Olympiques. Eh bien, ils terminent 9e et 12e. Et pour cela, ils ont dû parcourir 4 à 5 kilomètres de plus que les autres athlètes. Les spectateurs de Saint-Louis n'ayant rien trouvé de mieux que de lâcher leurs chiens sur eux. Quoi? Une photo de moi. 10 $. Et le livre en plus. Oui, je sais, c'est cher, mais je l'ai pris. Comment? Sourire. Vous croyez que je suis là pour mon bon plaisir? C'est ça! Au revoir! Foutu blanc! J'aurais dû en tuer plus. Mais je reconnais que les scalper était inutile. Nul besoin de le faire. Ils deviennent chauds. Bref. Il va falloir sortir vos imperméables. Saint-Louis! Non, que dis-je? Oh, Paris, 1900! Ah, je vais peut-être vous surprendre, mais les Jeux Olympiques, j'y ai participé! Ah bah oui, j'étais sur le marathon! Oh, je sais ce que vous allez me dire. Les femmes ne furent autorisées à participer aux Jeux qu'en 1928. Mais j'ai jamais dit que j'avais couru le marathon. En tant que religieuse, j'étais dans l'équipe médicale. Et c'est ainsi que j'ai connu Michel Théato. Ah, j'étais alors plus jeune, de 50 ans. Et j'étais ce qu'on appelle une jolie fille. Certains disaient même que... Comment? Ah, que je vous parle de Michel Théato. Soit. Oh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était terrorisé. Il venait pourtant de gagner le marathon. Je me suis dit, bizarre. D'autant plus bizarre que sa réaction en voyant les officiels venus le féliciter avait surpris tout le monde. Michel Théato! Je me suis dit, il a triché. Bah oui, je pouvais penser ainsi, parce que sa victoire sur le marathon des fortifications, le marathon des fortifs, comme ils l'appelaient les journaleux, eh bien, sa victoire était une surprise totale. Bah, on attendait les Grecs, ou les Américains, mais un Français. Et quand les journalistes l'avaient interrogé, il avait eu de drôles de réponses. Michel Théato! Oui, enfin, quelque temps plus tard, il semblait s'être calmé.
Michel Théato. Ouais, On peut vous interviewer? ouais. Parfait! Michel Théato, réalisez-vous que vous avez gagné? Vous en français! Et qui plus est, ici, à Paris. Michel Théato, parlez-nous un peu de vous. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous né? Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Depuis quand courez-vous? Êtes-vous fatigué? La foule se pressait autour de lui. La patrie, reconnaissante, voyait déjà en lui un héros des temps modernes. Certains parlaient même de lui ériger une statue. Mais moi, je voyais bien qu'il était terrorisé. Michel Théato, vous êtes notre héros. Veuillez recevoir ces quelques fleurs pour tout le bonheur que vous avez donné au peuple français. Nota bene, après tu lui donnes les fleurs. Mais non, mais elles sont loin les fleurs. Tes gardes. En plus, il pue le monsieur. Sans la sueur. Nota bene 2, après tu le laisses parler. Eh ben vas-y, parle. Je suis content qu'un Français ait gagné et très fier d'avoir battu tous ces étrangers qui jusqu'alors nous humiliaient. Eh, mon papa, moi, il est gendarme. Et toi, tu fais quoi dans la vie, monsieur qui pue? Menuisier. Ah non, j'aime pas les menuisiers. Il allait de plus en plus mal. Et ce fut bien pire quand le public, enthousiaste, voulut le porter en triomphe. Oui, non, laissez tomber. Hier soir, on a dû attendre une demi-heure avant que quelqu'un se décide. Bon, et c'est là où moi, en tant qu'infirmière, je suis intervenue. Mais laissez-le donc reprendre ses esprits. Eh oui, là, c'est moi. Je vous l'ai dit, à 20 ans, j'étais ce qu'on appelle une jolie fille. Ça va mieux? Oui, mais je m'attendais pas à ça. Hein. Et vous êtes le premier Français à gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Le tout premier. Il est normal qu'on se montre aussi enthousiaste. Peut-être, mais je pensais vraiment pas gagner. Votre déclaration sur la ligne d'arrivée n'allait pas dans ce sens. J'ai dit quoi? Je suis content qu'un Français ait gagné et très fier d'avoir battu tous ces étrangers qui jusqu'alors nous humiliaient. J'ai dit ça? Oui. Oh là là, mais c'est idiot! Disons un peu trop cocardier à mon goût. Mais non, c'est complètement idiot! Je suis pas français! Je me suis dit, Délire. Même si sa victoire est surprenante, il fait tout de même partie de l'équipe de France. je vis en France, bien sûr, depuis l'âge de 12 ans, mais j'ai jamais demandé à être naturalisé, parce que pour être naturalisé, il m'aurait fallu faire mon service militaire. Mais ça tombait en plein pendant les Jeux, et moi je voulais les faire, les Jeux. Alors quand on m'a sélectionné comme Français, ben j'ai rien dit. Oh là là, ils vont me déclasser, m'expulser de France, me guillotiner. Mais personne ne vous veut aucun mal. Français ou pas, vous avez gagné. Oui, peut-être. Mais ma victoire a tellement surpris que mes adversaires vont m'accuser d'avoir triché. Les Américains et les Grecs sont furieux. Ils accusent Michel Théato d'avoir triché. Ils disent qu'en tant que Parisien, il connaissait Paris comme sa poche et qu'il a pris des raccourcis. Eh bien, moi je dis que ce qui les défrise, c'est surtout de s'être fait battre par un Français. Un petit gars bien de chez nous. Un travailleur, Un manuel. un menuisier. Il faut dire qu'il est quand même un peu bizarre. Hein. Ouais. Oh là 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 là, jamais j'aurais dû leur dire. Leur dire quoi? Ben que j'étais menuisier. Il n'y a aucune honte à dire qu'on est menuisier. Ben le problème, c'est que je suis pas menuisier. Et là, je me suis dit, Ce type est fou. et il a rajouté, Je suis boulanger. Bah, pourquoi leur avoir menti? bah oui, pourquoi? Boulanger, menuisier, en quoi ça changeait quelque chose? C'est pareil, du même, pareil. Pourquoi ne pas lui avoir dit que vous étiez boulanger? Bah oui, pourquoi? Il faisait une chaleur étouffante sur la course. Bah oui, alors. Eh ben je me suis pensé que si je disais que j'étais boulanger, ça ferait jaser les juges arbitres. La victoire de Michel Théato honore la France. Et en tant que membre des CEO français, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est évident.
Mais j'ai là les chiffres, ils ne sont pas bons. Pas bon du tout. 37 37. 37 degrés. Jamais Paris n'avait connu une telle température. Jamais. Bon, de nombreux concurrents ont été victimes d'insolation, ce qui nous amène à nous poser quelques questions. Des questions. Certes, Michel Tatou a gagné le marathon, mais il est boulanger. Boulanger. Bon, à entendre par là que c'est un habitué de la chaleur, et que si Four et Fournaise y connaît, doit-on considérer ce fait comme un détail de l'histoire? Doit-on le considérer comme un véritable amateur? Ne doit-il pas être déclassé comme professionnel? C'est indéniable. Indubitable, incontestable. Nous ne mangerons pas de ce pain-là. Vous croyez tout de même pas qu'on allait vous la faire à chaque fois? Mais c'est idiot d'avoir pensé ainsi. Oh ben oui, je sais, mais sur le coup, ça m'a traversé l'esprit. Et j'ai menti. Oh là là, ils vont me lyncher, ça c'est sûr. Les menuisiers? Mais non. Les boulangers? Mais non, les Français. Mais il faut dire aussi que j'ai battu leur champion. Écoutez, français ou pas, le champion c'est celui qui gagne, donc le champion c'est vous. Mais non, le champion est français et il fait second. Quoi? Oui, le second de la course, il est français. Et il s'appelle champion. Il s'appelle champion? Oui. Or donc, ce champion qui est français s'est fait battre par un... Et de par un quoi exactement? Luxembourgeois. Je suis né au Luxembourg. Et c'est là que moi, infirmière et religieuse tout à la fois, je me suis laissé aller à blasphémer. Écoute, mon garçon. Tu veux un conseil? Oui. Tu fermes ta gueule et tu laisses faire. Et c'est ce qu'il a fait. Oh, bien sûr, l'affaire fut découverte, mais beaucoup plus tard. Et on s'est empressé de le naturaliser. Et cocorico, le Luxembourg n'ayant jamais réclamé. Oui, chez nous en France, on aime beaucoup les cocoricots, surtout quand on gagne. En ce qui concerne, personnellement, le coq gaulois, j'ai une nette préférence pour le coq au vin. Envers 1920? Ben moi je dirais papa. Mon nom est Alfred Swan, né en Suède, et je suis ici pour vous parler du tir au cerf courant. Alors le tir au cerf courant est une discipline qui fut olympique à partir de 1708, et elle le restera pendant de nombreuses Olympiades. Je tiens à vous rassurer tout de suite, hein, le cerf courant n'était pas un vrai cerf. Non, il s'agissait juste d'une silhouette que l'on découpait dans une plaque de métal et qu'on installait sur des roulettes. Il se déplaçait sur une distance de 25 mètres à une vitesse qui nous le laissait entrevoir que 4 secondes. 3 épreuves, dont une par équipe. J'ai participé aux Jeux Olympiques de 1908, de 1912, de 1920 et de 1924. 9 médailles, dont 3 en or. Mais c'est pas rien, quand même. Mais si je suis ici, c'est pas pour vous parler de moi, mais de mon papa. Mon papa avait une forte personnalité et j'ai toujours vécu dans son ombre. On a eu de cesse toute ma vie de me répéter qu'il était temps pour moi de m'affirmer, de tuer le père. Enfin, symboliquement parlant, hein, bien sûr. Mais la chose était difficile tant mon papa était impressionnant.
Non, je ne suis ni Zizi Top, ni Victor Hugo, ni le Père Noël. Mais non, c'est mon papa, Oscar Swan. Et nous partageons ensemble un record qui a fait de nous vraiment les meilleurs. Tu parleras que quand je te le dirai. Oui, papa. On a tenté à maintes reprises d'en savoir un peu plus sur moi, enfin je veux dire sur mon passé, sans succès. J'apparais pour ainsi dire en 1908 aux Jeux Olympiques. Bah ouais, tout comme moi, quoi, en fait. Je crois t'avoir dit que tu parlerais que quand je te le dirai. Oui, papa. Ouais, c'est tout de même qu'en 1908, j'ai 60 ans. Et mon âge surprend, surtout quand on apprend que je pratique, comme mon crétin de fils, le tir au tir courant, dont je gagne l'une des épreuves. Ouais, le père et le fils médaillés d'or la même année. C'est une singularité qu'on ne reverra pas par la suite. Tu te tais quand je parle. Oui, papa. J'ai pareil également en 1912 et en 1920. En 1924, il reste à la maison parce qu'il s'est retourné l'ongle du petit doigt en coupant du petit doigt. Oui, papa. Reste tout de même qu'en 1920, j'ai 72 ans. Et je suis encore médaillé. C'est là ma 6e médaille, 3 furent en or. On m'a posé beaucoup de questions sur ma longévité. Avez-vous un secret? Eh bien oui, j'en ai un. À preuve, aujourd'hui, 1er mai 1927, je suis heureux de vous annoncer ma candidature pour les Jeux de 1928. Et par là même, vous dévoilez mon secret. Il est pour ainsi dire... Il meurt d'une crise cardiaque le 1er mai 1927. Enfin, ça, c'est ce qu'on a raconté. En vérité, il est mort d'un accident de chasse. Ouais, on était avec un petit groupe et on chassait le cerf courant. Mais le vrai, hein, cette fois, et mon papa, pour s'approcher de la bête, eh ben, il a installé des ramures sur sa tête et puis il a commencé à bramer. Et puis quelqu'un a tiré. C'est pas qui. Mon pauvre papa. En ce qui me concerne, je meurs en 1931 à l'âge de 62 ans. D'un accident de la route, un cerf a traversé. Non, je plaisante. En fait, c'était un sanglier. En tout cas, mon papa et moi, le père et le fils, eh ben, il n'y en a pas eu d'autre au JO, hein. Amsterdam 1928. En tant que journaliste sportif, je dirais Betty Robinson. Mes collègues m'avaient dit... Tu verras, c'est une femme assez exceptionnelle, elle est jolie, intelligente, mais c'est une féministe convaincue. Elle est imprévisible. Pour ne pas dire surprenante. Vous me tapez ça, s'il vous plaît? La guerre est finie. Les Jeux Olympiques vont bientôt revoir le jour. En parler, en donnant la parole à une de ces anciennes championnes, ouais, ça serait bien. Bon, il est prêt, le café? Il n'est pas dit, par ailleurs, qu'elle accepte que tu l'interviewes. Mais si elle le fait, ce serait bien pour le journal. Impression! Tu verras, c'est une femme assez exceptionnelle. Elle est jolie, intelligente, mais c'est une féministe convaincue. C'est pas que je dis ça. Désolé. Vous me tapez ça en double, s'il vous plaît? Dans les archives du journal, j'ai trouvé une photo. Rien de plus. Pas récente la photo prise en 1928. C'est vrai qu'elle était jolie. Je lui ai écrit, elle a accepté l'interview, elle m'a reçu chez elle. On peut commencer? Oui. Si ça ne vous ennuie pas, je continuerai de travailler. Je m'occupe du dévoilement de 2 associations sportives et j'ai un emploi du temps assez chargé. Je vous en prie. Amsterdam 1928. En remportant à 16 ans... Je vous écoute, hein.
En remportant à 16 ans la médaille d'or du 100 mètres, Elizabeth Robinson... Betty! Tout le monde m'appelait Betty. Betty Robinson devient la première femme médaillée aux Jeux Olympiques. C'est exact? Oui. Vous étiez ce qu'on appelle une jolie fille. Oui. Et 20 ans plus tard, Oui. vous l'êtes encore. Je pensais que vous étiez venu pour m'interviewer. Et non pour draguer une femme mariée, mère de 2 enfants. Mais bon, pourquoi pas? Vous me laissez 5 minutes? Le temps de passer une nuisette? Non, Betty, excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Betty, Allons, voyons, pas de panique. Je vous taquinais. je m'en doutais bien un peu. Tu verras, elle est surprenante. J'étais ce qu'on appelle un joli brin de fille. Aidez-moi. Oui, bien sûr. Et j'aime à croire que je plais encore. Je suis une femme. Personne n'en a jamais douté. Détrompez-vous. Avery Brundage, le 3e président du CIO, un foutu raciste celui-là, pensait que l'homme était l'avenir de la femme, dans les compétitions féminines pourtant. Et sur ce point-là, on ne pouvait lui donner tout à fait tort. À cette époque, il n'y avait pas de test de féminité. Ce qui fait que, ah ça croyez-moi, si Dieu m'avait faite lesbienne, jamais je n'aurais dragué dans un vestiaire féminin. À moins d'être bisexuelle. Surprenante, pour ne pas dire imprévisible. Dites-moi, Betty, vous plaisantez? Non. Et c'est pour ça que je tiens à ce que vous mettiez en avant ma féminité. Ce n'est pas de la coquetterie de ma part, mais un fait avéré. Soit. Mais comment en êtes-vous arrivé à représenter les États-Unis au JO? J'ai à peine 16 ans. J'ai en tout et pour tout 3 courses à mon actif. Et la 3e me voit battre le record des États-Unis. Ce qui me vaut d'être sélectionnée pour les JO qui ont lieu 1 mois plus tard. J'embarque pour Amsterdam et mes parents demandent à Johnny Weissmuller de me servir de chapeau. Johnny Weissmuller? Oui? Johnny Weissmuller vous a servi de chaperon? Oui? Tarzan! Bon, à cette époque, il n'était que Johnny Weissmuller, un grand dadé. À ça. J'en étais pourtant follement amoureuse. J'ai passé tout le voyage accrochée à son bras. Mais plus dans le rôle de Cheetah que de Jane. À 16 ans, je ne l'intéressais pas. Excusez-moi, Betty, mais vous êtes difficile à suivre. Je parle trop vite, c'est ça. Non, mais c'est pas Enfin bref, je dispute le 100 mètres et je gagne. Mais bon, j'ai eu de la chance. Les 2 favorites n'étaient pas sur la ligne de départ, disqualifiées en demi-finale. Et une 2e médaille, en argent celle-ci, pour le relais 4x100. Et quel effet ça vous a fait de vous retrouver sur le podium? Aucun. Il n'y avait pas de podium, pas de chronométrage électrique. Tout ça, c'est arrivé bien plus tard, en 1932, au JO de Los Angeles, auquel je n'ai pu participer. L'année d'avant, en juin 1931, je m'envoyais en l'air avec mon cousin. Pardon? C'est la vérité. Il était pilote d'avion. À ça, j'étais aux anges. T'es déjà là. Tiens, mets ça. Ah, merci. C'est quand même autre chose que la course à pied. C'est différent. Et alors, ces Jeux Olympiques, ça se prépare? Je m'entraîne. Ah, tu vas gagner, ma belle, tu vas gagner. C'est écrit dans le ciel. Pour ce qui est du ciel, je n'en vois surtout que les nuages. Quoi ce bruit? Je sais pas. J'arrive pas à redresser. Cherche à me faire peur.
jamais compris pourquoi, hein, mais leur avion s'est mis en piqué et il est tombé comme une pierre. On a retrouvé les corps dans les décombres. Alors? Oh bah l'avion est foutu, hein. Ah, mais encore. Ah, le pilote est décédé. Ah. Et pour ce qui est de la passagère? Ah, par contre, elle a dû être jolie, hein. Ouais, mais elle vit. Ah non. Ah, merde. Bon, mais tu me les mets dans le coffre de la bagnole, je les amènerai à la morgue. Dans le coffre? Bah oui. Ma bagnole était neuve, j'allais tout de même pas salir la banquette arrière. Mais t'as vu que ces deux-là, ils ont jamais été aussi proches l'un de l'autre, hein. Pardon? Ben oui, le coffre est petit, il a fallu les tasser. Et vous les avez amenés à la morgue? Ben oui. Ah, une vraie tragédie, hein. J'ai mis 10 minutes à les sortir du coffre. Alors? Le pilote est décédé, il a pris le manche à balai dans la poitrine. Décédé, cause du décès, en faisant le ménage. Eh ben non! Ben ouais, balai, ménage! Ah ouais. Ouais, bon. Bonne. D'accord. Et pour ce qui est de la fille, alors? Alors, elle a dû être jolie, hein. Ben ouais, non mais et encore? Pardon. Plaie à la tête. Plein la tête, Multiples contusions sur tout le corps. tout le corps, Bras cassés. cassé, Jambes broyées. broyé. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais elle a ouvert les yeux. Alors là, bonjour les zombies. Moi, franchement, je peux faire mon numéro tien. Alors là. Non mais c'est là une histoire incroyable. Excusez-moi, Betty, mais j'ai tout de même l'impression que vous vous moquez. Betty? Je suis restée 7 mois dans le coma, plus 2 ans sans pouvoir marcher. 3 ans plus tard, je me remettais à courir. Bon, avec une jambe plus courte que l'autre. Et un genou quelque peu grippé. Impossible de le plier, donc de m'accroupir. Eh oui, je suis beaucoup moins mobile qu'avant. Je ne comprends pas. Vous avez participé 8 ans plus tard aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Oui, Avec une jambe plus courte que l'autre. oui, Et sans pouvoir vous agenouiller. oui. Ah, ça, vous êtes vraiment très forte, hein. Oh. Alors, je vous ai cru, hein. L'avion, la morgue, le coma, la jambe. Mais tout est vrai. Aidez-moi. Qu'est-ce que c'est? Mon parachute. Vous faites du parachute. Non, mais il m'arrive parfois de piloter. Et vous avez eu un accident d'avion et vous continuez de... Vous savez, quand j'ai fait l'amour pour la première fois, c'était pas terrible. J'ai pas arrêté pour autant. Imprévisible, pour ne pas dire imprévisible. Bien sûr, je ne pouvais pas disputer le 100 mètres en individuel. Mais pour ce qui est du relais, exception faite de la première relayeuse, toutes les autres partent debout. Et une fois lancée, je courais aussi vite qu'avant, ce qui m'a valu d'être sélectionnée pour le relais 4x100. 2e médaille d'or. Mais on a eu de la chance. À la fin du 3e relais, les Allemandes étaient largement en tête. Mais elles ont fait tomber le bâton. Au grand désappointement d'Hitler qui assistait à la course. Ah! On est prêt, sortez-moi! Et on a gagné. En toute honnêteté, cette victoire après 8 ans d'absence, la déception d'Hitler, Le bonheur vous a submergé. complètement. J'ai eu un orgasme. Oh, jamais j'en ai connu un de pareil, même avec Johnny. Johnny? J'ai dit Johnny? Oui. Oh, je voulais dire Richard, mon mari. Là, je plaisante. Enfin, pas vraiment. Imprévisible. Surprenante. Betty Robinson était surtout une femme exceptionnelle. J'ai écrit mon article. Je l'ai commencé par une citation de Marie Curie, une Française celle-ci, et femme tout aussi exceptionnelle. La vie n'est facile pour aucun de nous. Mais quoi? Il faut avoir de la persévérance et surtout de la confiance en soi.
Il faut croire que l'on est doué pour quelque chose et que cette chose, il faut l'atteindre, coûte que coûte. C'est vrai qu'elle était jolie. Anvers 1920, j'ai pas grand chose à vous dire. Je m'appelle Joseph Guilbault, je cours le 5000 mètres dans le grand favori et Pavot Nurmi. Nurmi fait la course en tête, je le suis à 300 mètres de l'arrivée, je lui passe devant, c'est tout. Bon, le lendemain, on se retrouve tous les deux sur le 10 000 mètres. Le problème, c'est que le roi des Belges, qui parle d'une histoire, a décidé d'avancer le départ de la course de 3 heures et qu'on ne m'en prévient que 20 minutes avant, alors que je suis attablé devant mon déjeuner. Une andouillette et une demi-bouteille de gnôle. Oui, je sais, mais j'emmerde la diététique. J'ai toujours aimé le cochon. D'ailleurs, je m'en suis fait dessiner un sur maillot. Et j'emmerde aussi le roi des Belges. Il n'avait pas avancé le départ de la course. Bon, je sors de table, je m'aperçois qu'on m'a piqué mes chaussures, on m'en refile une paire, 2 pointures au-dessus, obligé de les attacher avec du sparadrap. Bon, je rejoins le stade, il fait la course en tête, je le suis à 300 mètres de l'arrivée, je tente de lui passer devant, mais j'y arrive pas. Asphyxié par des relents d'andouillette, je termine second. Il vient pour me serrer la main, je lui vomis sur les pieds, c'est tout. Mais j'ai pas fait exprès, c'est ce foutu rat des Belges qui m'a foutu dedans. Bon, là, c'est tout. Ah non, j'oubliais, je dédie ma victoire à un autre Français. Jean Boin, médaillé d'argent en 1912 à Stockholm, battu par Paul Le Poitrine, un foutu finlandais. Oui, je dédie ma victoire à Jean Boin, il était de 10 ans mon aîné. Oui, je sais, on était différents. Lui avait la gueule d'un aristo, nourri à la blédine et gominé par Fortville. Moi, celle d'un Gavroche, chapard dans les pommes sur l'étal d'un petit épicier. Lui avait eu le père de Marcel Pagnol comme instituteur, moi, un pédophile alcoolique. Lui était un adepte de la diététique et du savoir-vivre, détestait l'andouillette et l'agnole. Moi, j'adorais le Beaujolais nouveau et la tête de veau. Lui était un ascète de la course à pied, moi, je baissais comme je parle. Vite fait. Bref, on n'avait vraiment rien de commun. Mais je lui dédie ma victoire parce que tous les deux, on a fait la guerre. 14-18. Le Jean est mobilisé en 14. On lui fait la proposition de rester à l'arrière. On lui trouve même un truc au cœur, comme quoi, soi-disant, il pourrait pas crapahuter dans les tranchées. Mais il insiste pour partir au front. Il y arrive le 13 septembre, il meurt 15 jours plus tard dans ce qu'on appellera la bataille de la Marne. Il a même pas eu le temps de aider un taxi. On lui refilera une médaille, mais sans trop de tralala, vu que l'obus qu'il avait déchiqueté, il était français. Probable erreur de l'artillerie française. Oui, je lui dédie ma victoire parce que moi aussi j'ai fait la guerre. La fin, je subis l'attaque au gaz moutarde, donc je ne sens pas indemne. Pour mon droit atrophié, les médecins me déconseillent toute activité sportive, histoire de préserver le reste de mes poumons. Mais je les écoute pas. J'aimerais 2 paquets de gauloises par jour. J'emmerde la médecine. Si je les avais écoutés, jamais j'aurais été médaillé. Ouais, j'emmerde la médecine, j'emmerde mon poumon droit et j'emmerde la Fédération française d'athlétisme. Oui, c'est vrai qu'on a dit de moi que j'étais un emmerdeur. Mais c'est pas vrai. Et j'emmerde ceux qui le disent. J'ouvrirai un café à Paris et finirai ma vie à Oradour. Cancer du poumon. J'emmerde mon cancer. Et cette saleté finira par avoir le dernier mot. Paris 1924, moi je dirais Johnny Weissmuller, autrement dit Tarzan. Curieuse idée de faire ce shooting ici, mais je dois reconnaître qu'il me faut s'y prendre si je veux faire la une des magazines de cinéma. Avoir épousé Johnny m'a certes valu quelques petits rôles, mais j'ambitionne plus. Cet endroit me met tout de même mal à l'aise. Un asile de fous. Bon, on m'a assuré qu'ils étaient tous sous tranquillisants et que je ne courais aucun danger. Quant à Johnny, il est mort ici il y a de cela quelque temps. Comment? Que je vous parle de Johnny? Ah, à dire vrai, je ne l'ai guère connu. J'ai très vite demandé le divorce. Mais ceux-là l'ont fréquenté plus que moi et pourront donc vous en dire plus. La chute de l'Empire austro-hongrois fait de moi des miens des apatrides. Je décide d'émigrer aux Amériques avec mon épouse et mon fils alors âgé de 7 mois que nous appellerons Johnny. Je suis... Ce
Son père? Je donne naissance à un deuxième enfant, Peter. Johnny contracte la poliomyélite à 9 ans. On nous conseille, pour le guérir, de lui faire pratiquer la natation. Ce qu'il fait. Je suis... Et sa mère. Johnny, ça guérit très vite, puis guérit. Il devient même un excellent nageur. Il a 19 ans quand il est sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Problème, étant né en Hongrie, il n'a pas de passeport. Moi, étant né aux États-Unis, j'en ai un que je lui donne. Johnny se fait donc passer pour moi. Je suis... Bip, son frère. Ce n'est qu'après qu'il est gagné qu'on découvre la supercherie. Je plaide sa cause et dis qu'il nageait ainsi que par amour pour le pays qu'il a accueilli, lui et sa famille. Je suis... Son avocat. On l'a dédouané, ce qui est pour la patrie et pour le moins amusant. On l'a dédouané, ce qui est pour la patrie et pour le moins amusant. On l'a dédouané. Et je lui donne la nationalité américaine. Je suis... Mais sans juge. Jamais mais n'a entraîné un athlète comme lui. Les médailles, il en a eu 6. Toutes en or, excepté une, en bronze, mais en waterpolo. Il avait une particularité, il nageait la tête hors de l'eau. Il faut savoir que jamais il n'a été battu en compétition. Jamais. C'était un immense champion. Johnny arrête la compétition en 1929 aux fêtes de sa gloire. Je l'ai fait travailler comme mannequin pour des marques de slip dans le monde entier. Je lui ai même fait tourner un petit film publicitaire dans lequel il jouait Adonis, vêtu d'une feuille de vigne qu'il enlevait pour mettre un slip. C'est après avoir vu ce film que je lui propose le rôle de Tarzan, célèbre héros créé par Edgar Rice Burroughs. D'autres comédiens au physique moins avantageux que lui l'ont déjà joué, mais dans des films muets. Il est donc le premier Tarzan à parler. Bon, pour ce qui est des dialogues, j'ai fait au plus juste. Oh, ça ne volait pas très haut. Enfin si, tout dépend de la liane qui te tenait. Moi, Tarzan, toi, Jeanne, lui, Chita. Oh, il adorait son singe. Pour ce qui est de son cri, par contre... Rien de très compliqué. L'enregistrement audio d'un yodel autrichien. Monté en accéléré et à l'envers. On a dit également que ce cri a été poussé pour la première fois en 1934 sur le tournage de scène du film Tarzan et sa compagne, dans laquelle l'acteur, huilé pour mieux briller à la caméra, s'est lancé accroché à une liane. Maureen O'Sullivan, sa compagne à l'écran qui l'enlaçait, a glissé et s'est malencontreusement retenue à la seule partie de son anatomie qui n'était pas huilée. Je joue le rôle de Tarzan dans 12 films. En 1948, fatigué de ce rôle, je change. Restant toutefois dans le même registre, je jouerai le rôle de Jungle Jim dans 16 films. J'ai gagné énormément d'argent, mais j'ai été marié 5 fois, ce qui implique 4 divorces. J'ai donc rapidement été ruiné par les nombreuses pensions alimentaires que j'ai dû verser à mes ex-épouses, dont l'une se montrera particulièrement féroce. C'est une façon de voir les choses. Mais que pouvais-je faire d'autre? À 50 ans, son physique s'était quelque peu empâté. Et les ennuis commencent. Elle m'a pour ainsi dire mis sur la paille, non sans avoir exigé avant que je me débarrasse de Chita. Oh! Il lui témoignait plus d'affection qu'à moi. Je n'ai fait que remettre cette guenon dans la nature. J'ai fini sans le sou. Plus personne ne voulait de moi comme comédien. Je suis devenu représentant en piscine. Mais ma santé a décliné et on a dû m'enfermer en hôpital psychiatrique. Mais c'est quoi ce délire? Aucun de vous n'est Johnny. Oh, je ne doute pas que vous l'ayez tous pris en sympathie et que sa venue ici vous ait quelque peu chamboulé. Mais de là à vous prendre pour lui, vous voulez quoi? Terminer comme lui, au fin fond d'une cellule d'isolement? Oh, jamais je n'aurais dû accepter ce shooting dans cet asile. Encore une idée de mon agent qui pensait que ça me ferait de la publicité. Mais pour ma part, je vous trouve un peu trop frappadingue à mon goût.
Je vais vous laisser. Prenez pour Tarzan. Faut tout de même être frappadingue pour que Tarzan se prenne pour Tarzan. Drôle de destin, n'est-ce pas? Voulez-vous connaître le vôtre? Nous, les frappadingues, on voit des choses. Nul besoin de vous pour savoir que je vivrai riche, heureuse et très loin d'ici. Vous allez mourir dans la minute qui suit, victime d'un régime trop drastique. Mais n'importe quoi. Je ne suis aucun régime. Elle n'avait pas quitté l'asile depuis 5 minutes qu'elle se faisait sauvagement assassiner à coups de banane. Son agresseur déclara avoir voulu venger son maître. C'est qui? C'est qui? Un cheetah! Amsterdam 1928, un port, des marins et des bars bien entendu. Mais cette année 1928 nous apporta une nouvelle clientèle. Il me suffisait de la regarder pour que les mots se fassent musique. Dans les bars d'Amsterdam, il y a des sportifs qui chantent, les médailles qui les hantent. Dans les bars d'Amsterdam, dans les bars d'Amsterdam, il y a des sportifs qui pleurent, plein de tristesse et de drame, leurs rêves qui se meurent. Et vous, les gars, Amsterdam 1928, vous diriez quoi? Moi, je dirais Henri Pierce. Un rameur. Un rameur. En demi-finale, il arrête son bateau pour laisser passer une famille de canards. Faut aimer un canard. Et il est tout de même qualifié pour la finale. Le canard? Mais non, Henri Pierce. Moi, je ne l'aime pas. Henri Pierce. Mais non, le canard. Et tu sais, et en plus, eh ben, il gagne en finale. Le canard? Mais non, Henri Pierce. Mais le canard, Oui, le canard. il finit à quelle place? Le canard. Mais je sais pas, moi. Mais t'as vu qu'ils l'ont disqualifié? Et il allait passer à l'orange. Le canard. Et il est passé à l'orange. Et il s'est fait naturaliser. Et non. Le canard. Oui, le canard. Alors, bon, laisse tomber. Nous, on va plutôt passer au rouge. Alors là, Allez, que ça à vous proposer. Allez, tournée générale. offert par le patron. Non, par le Jeux olympiques. Allez, finissez vos verres. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est tout nouveau. Ne boudons pas notre plaisir. Ah, non, Amsterdam 1928, première participation de Coca-Cola aux Jeux olympiques. Berlin 1936, moi je dirais de tout temps. Les hommes politiques et autres décideurs ont vu dans les Jeux olympiques un moyen d'assouvir leurs propres ambitions.
La paix, la fraternité entre les sportifs, oui, certes, mais à condition qu'ils boivent du Coca-Cola, qu'ils se chaussent en Nike et qu'ils lèvent bien haut le drapeau qu'ils représentent. Jesse Owens fut l'un de nos plus grands athlètes, mais il fut aussi celui dont on instrumentalisa le plus la victoire. En 1948, 12 ans après les Jeux de Berlin de 1936, le CIO me demanda de le contacter. Jesse Owens? Oui. Vous êtes bien Jesse Owens? Oui. Surprise? On le saurait à moins. On vous a certainement dit que j'étais noir et vous tombez sur un blanc. Halloween. Pardon? Aujourd'hui, c'est Halloween et mes enfants m'ont demandé de me déguiser. En clown. Mais non, en blanc. Plus effrayant qu'un blanc pour un noir. Moi, le grand méchant blanc qui fait peur aux petits enfants noirs. Je tiens tout d'abord à vous remercier. Oui, vous avez demandé à me voir et j'ai dit oui. Je vois pas en quoi vous avez à me remercier. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est à quel titre vous êtes là. Qu'aucun membre du CIO n'ait le courage de venir me voir. Ça reste dans l'ordre des choses. Mais m'envoyer une femme, call girl, prostituée, Avocate. oh, j'étais pas passé loin. Le cabinet auquel j'appartiens travaille pour le CIO. Promotion canapé. Non. Je suis une excellente avocate. Admettons. Et si vous emmenez au fait? En cette année 1948, le CIO serait très honoré à l'occasion de la reprise des Jeux Olympiques à Londres, 12 ans après ceux de Berlin, dans lesquels vous avez brillé de 1000 feux, 4 médailles d'or, de pouvoir vous inviter. Oui, on m'envoie pour ce faire une avocate. Certaines de vos déclarations ont quelque peu surpris. Déclarer comme vous l'avez fait à maintes reprises que les Jeux de Berlin furent une réussite peut prêter à polémique. Le CIO aimerait s'assurer que vous ne vous laissiez pas aller à répéter de tels propos. On me veut, mais dans le rôle du muet. Celui du bon nègre qui dit oui, missier, mais rien d'autre. Non. On veut inviter celui qui, par ses 4 victoires, a humilié Hitler et prouver au monde entier qu'un arien n'était en rien supérieur à un noir. Mais j'ai jamais humilié qui que ce soit. Ah, je sais bien ce qu'on a raconté sur ma victoire. Ah, ça a été de nègre! C'est lui qui a gagné! Jamais je ne serrerai la main de nègre! N'y aurait-il pas moyen de minimiser la victoire de ce Jesse Owens? Nous pourrions dire que les Américains se servent de leurs nègres comme de cobayes et qui leur injectent de l'ADN de ces... Excellent. Mais encore? Les capitaux seraient bien entendu juifs! Bien, on y va! Bon, à vrai dire, ça s'est pas du tout passé comme ça. Le public allemand a applaudi ma victoire. Quant à Hitler, il n'a jamais eu la moindre animosité à mon égard. Mais les journalistes ont préféré travestir la vérité. Admettons. Mais il ne vous a pas serré la main comme il l'avait fait jusqu'à présent à tous les vainqueurs. Il marchait sur pied. Ah bon. Non, effectivement, il ne m'a pas serré la main, mais pas pour les raisons qu'on a dites. La veille, il a dû serrer la main d'un vainqueur d'une épreuve, un étranger. Je vous félicite de votre victoire! Tu sei muy profondamente antipatico. Sei una porcata il pochino dell'antimorto? Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'en sais rien, c'est un Italien. Ah! Ne me serait-il possible de m'éviter de serrer la main à tous les vainqueurs? Tout au moins ceux qui ne sont pas allemands! La bienséance olympique veut que vous félicitiez tout le monde ou personne. Ah. Vous pouvez faire preuve de favoritisme. Alors dorénavant, ce ne sera personne!
Dites, je peux savoir pourquoi nous parlons avec l'accent allemand? Eh bien, parce que nous sommes allemands. Ah, c'est idiot! Si nous sommes allemands, nous devrions parler allemand! Exakt! Ja. Es liegt. Der Odor zegt, wird Kopf den Schuss aufgehalten werden. Je crois qu'il est préférable de continuer de parler avec l'accent allemand. Aïe, 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 on y va. Et voilà pourquoi le lendemain, il ne m'a pas serré la main. Admettons. Mais pourquoi avoir dit que les journalistes avaient fait preuve de mauvais goût en critiquant Hitler? Hitler était un nazi. Il détestait tout ce qui n'était pas arien. C'est vrai. Mais moi, je viens d'un pays qui déteste tout ce qui n'est pas blanc. Ce pays que vous dénigrez vous a pourtant fait un triomphe à votre retour de Berlin. Oui, c'est vrai. New York m'a acclamé. Cette 5e avenue noire de monde qui m'applaudissait. J'étais au paradis. Et là, je me suis dit, je suis américain. Et j'étais fier d'avoir gagné pour mon pays. Et vous pouviez l'être. Et 2-3 jours plus tard, j'ai voulu redescendre cette même avenue de façon plus simple en prenant l'autobus. J'ai dû monter à l'arrière avec les noirs et pas devant avec les blancs. Quant à Roosevelt, notre bien-aimé président, il m'a snobé. C'est lui qui a refusé de me serrer la main en refusant de me recevoir. Roosevelt avait peur d'effrayer son électorat du Sud. Serrer la main d'un noir lui aurait fait perdre des voix. J'ai gagné, oui. Et j'ai gagné quoi? Je comprends ce que vous voulez dire. Mais de là à dire que les Jeux de Berlin furent magnifiques et qu'on devait en être reconnaissant à Hitler. Coubertin a dit la même chose. Coubertin était français, donc assez difficile à suivre. Oui, bon, j'admets qu'il m'arrive parfois d'exagérer. Et pourquoi n'avoir jamais parlé de votre amitié avec Lutz Long? Mais j'en ai parlé. Mais voilà, notre amitié n'allait pas dans le sens de l'histoire. Un noir, un blanc, beaucoup de gris en perspective. Que s'est-il passé? Épreuve de la longueur. Il y a 3 sauts qualificatifs pour arriver en finale. Mais voilà, je loupe mes 2 premiers sauts. Alors je me mets dans un coin pour me concentrer, m'isoler. Et là, il vient me voir. Lutz Long? Oui. Beau comme un dieu. Les yeux bleus, les cheveux blonds. Une véritable icône du peuple allemand. Et? Jessie, assure ton dernier saut. Nul besoin d'aller loin. Tu es de très loin le meilleur d'entre nous. Tu seras toujours à même d'aller plus loin pour la finale. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai assuré mon dernier saut, je me suis qualifié pour la finale, que j'ai gagné en battant le record du monde. C'est une très belle histoire. Mais inventée de toutes pièces. Jamais Lutz Long n'est venu vous parler pendant le saut en longueur. Par contre, à la fin du concours, il est venu pour vous féliciter. Vous a serré la main et vous êtes devenus par la suite d'excellents amis. Alors pourquoi enjoliver votre amitié avec cette histoire de conseil? Vous ne pourriez pas comprendre. Essayez. Vous avez raison. Avec Lutz Long, on a commencé à s'écrire après les Jeux. Et je peux vous dire que Lutz Long, c'était vraiment un type bien. Et je voulais que son père soit fier de son fils. Son fils? Oui, il ne l'a jamais connu. Plutôt, il ne l'a connu que par cette photo du podium de la longueur. Elle a fait le tour du monde. Un jaune, un noir, un blanc. Et plus blanc que blanc. On ne voyait plus. Bras levés. Mais que pouvait-il faire d'autre? Hitler avait demandé à tous les champions allemands de saluer le drapeau ainsi. Après ça, il est devenu avocat. Et puis il s'est marié et il a eu ce fils qu'il n'a jamais connu. Il est mort en Sicile en 1943. D'ailleurs, il m'a envoyé cette lettre quelques jours avant de mourir. Vous pouvez la lire si vous voulez. J'ai la sensation que celle-ci sera ma dernière lettre. Donc, quand tu retourneras en Allemagne, une fois la guerre finie, va voir mon fils. Dis-lui qui était son père. Je t'en prie, Jessie, raconte-lui comment 2 hommes sur cette terre peuvent être amis. Si j'ai essayé de magnifier notre amitié, c'est tout simplement parce que je voulais que son fils soit fier de son père.
C'est là un acte de bonté magnifique, Jessie. Oh bah oui, forcément. Mais mon prénom s'y prête. Jessie? Oui. Non, en fait, je ne me suis jamais appelé Jessie. Hein. Mon vrai prénom, c'est James Cleveland. C'est mon institutrice qui m'a appelé Jessie. Elle a trouvé mon prénom trop long, alors elle en a utilisé que les 2 premières initiales, J et C. Elle avait le sens du raccourci racial. Mais vous savez, à cette époque-là, certains Noirs ne répondaient qu'au numéro qu'on leur avait donné, alors Jessie. D'autant que j'ai commencé à raconter que ma mère m'avait appelé comme ça suite à un message divin. JC, Jésus-Christ. Serait-ce encore l'une de vos histoires? Ah non, je vous jure, c'est la vérité. Je dois mon prénom à mon institutrice. Vous savez, j'ai une belle famille, des enfants formidables. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce monde dans lequel nous vivons n'est pas très juste. D'ailleurs, je fais souvent ce même rêve. Je participe à une course. Je creuse mon trou. Je me mets en position pour le départ. Et là, le starter s'approche. Alors, faut pas m'en vouloir. Mais parfois, l'hypocrisie de ce monde m'effraie tellement que j'éprouve le besoin de gueuler. Et personne ne me fera taire. Je le leur dirai. Je suis contente de vous avoir connu. Vous voulez rester encore un peu? Mes enfants ne vont pas tarder. Vous voulez les rencontrer? Avec joie. Mais ils vont se retrouver face à 2 blancs et avoir la peur de leur vie. Paris, 1900. Eh bien, moi, je dirais la Tour Eiffel. Et j'en veux pour seule preuve ces Jeux Olympiques à Paris en 1900. Un vrai scandale! Lorsque le baron de Coubertin est venu me demander de célébrer une messe pour des Jeux Olympiques, j'ai dit oui. Je connais Pierrot depuis fort longtemps. Et c'est un excellent chrétien. Même si sa passion pour le sport me paraît quelque peu frivole. Une créature de Dieu se doit de prier et non de courir en culotte courte autour d'un stade. Mais enfin, passons. Il m'avait déjà fallu supporter cette tour Eiffel, cette nouvelle tour de Babel des temps modernes qui pointe vers le ciel, tel un énorme phallus ferruginé pour affirmer sa toute-puissance tellurique, obscène. Mais là, c'est un scandale. Je doute que Pierrot ait lui-même conçu cette affiche, ou même qu'il l'ait cautionnée. Il n'empêche qu'il a laissé faire. Il est voulu, à travers cette affiche, nous dire tout à la fois ce qu'il pense des femmes et de l'exposition universelle, pourquoi pas. Mais pas comme ça. Non mais... Vous avez vu l'affiche? Vous avez vu où ils lui ont collé la tour Eiffel? Berlin, 1936. Ils avaient de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs comme au ciel passent des orages. Ils étaient pleins de vrai courage, et de bonté également, leurs beaux drapeaux claquaient au vent. Ils étaient beaux comme des dieux, prêts à monter vers les hauts cieux. Tête à gauche, gauche! Pour moi qui défilais avec la France, c'était une énorme surprise. Je ne m'attendais pas à un tel accueil. Dès notre entrée dans le stade, le public nous a applaudi chaleureusement. Et a répondu avec tout autant de flammes au salut que nous leur adressions. Ça a été un immense moment de communion. Je croyais l'Allemagne en froid avec la France, mais en fait, il n'en était rien. À gauche, gauche! Le public allemand nous montrait toute sa sympathie. Oh, pas qu'à nous, bien sûr. Et ils ont réservé le même accueil aux Grecs, aux Italiens et aux Canadiens. Ouais, il y avait tout de même de quoi être surpris. À gauche, gauche! Tête à droite, droite! Je vous rappelle tout de même que certains en France avaient appelé au boycott des Jeux. Et que des Olympiades populaires étaient organisées en Espagne. Tous les pays qui ne voulaient pas se rendre en Allemagne. Bon, finalement, ces Jeux n'eurent pas lieu. Hein. Car Franco s'emparera du pouvoir la veille de l'ouverture de ces mêmes Jeux. À droite! Comment? Le salut et... Ah, bien sûr, nous avons salué le public allemand.
nous l'avait demandé. Alors on a salué. Coubertin avait bien avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir créé un salut olympique. Largement inspiré du salut du bataillon de Joinville. Que voilà, à droite. Eh oui. Le public y a vu le salut nazi. Et il a répondu. Ils voyant ainsi une adhésion à leur idéologie. Nous, on savait pas. Comment? Manipulé. Oui, peut-être. C'est vrai que politiquement, Ce n'était rien d'autre qu'un malentendu qui ne se reproduira plus. Contrairement à ce qu'on en dit, L'histoire ne saurait être... un perpétuel recommencement. On n'est tout de même pas si bête. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, veille tout de même à ce que ça ne se reproduise pas. Amsterdam 1928. Ah bah, la femme apparaît dans toute sa magnificence. Quoique présent dans l'Antiquité, comme en attestent les vestiges archéologiques, le sport féminin a du mal à s'imposer. Il faut attendre le 19e siècle pour en voir l'émergence. Et cela ne se fait pas sans mal. Ou plutôt si, car les mâles ont tout fait pour empêcher ces dames de venir piétiner leur plate-bande. Il faut dire que pendant très longtemps, on a pensé, et quand je dis on, je veux dire les hommes, que la femme était fragile. Sur la terre, mesdames, entre nous, c'est bien l'homme le plus fort de tout. Parmi les fleurs et les oiseaux, les bœufs, les coqs et les crapauds, l'homme est bien là, il veille sur vous. Il n'est pas bête, il pense à tout. Alors, mesdames, je vous en prie, laissez-le donc, laissez-le donc régler vos vies, régler vos vies. Ah oui, ah. Chanson d'époque. On a pensé, disais-je, très longtemps, que la femme... Dans la vie, Zemmour a raison, la femme n'est bien qu'à la maison, à nettoyer dans le bonheur, à enfanter dans la douleur. Elle nous soutient, nous réconforte, on jette un truc, elle le rapporte, c'est comme un chien, en plus docile. Laissez-la donc, laissez-la donc à domicile, à domicile. Chanson d'époque, oui. Excepté pour Zemmour, philosophe du XIIe siècle. On a pensé, disais-je, que la femme n'était pas compatible avec le sport, ou tout du moins avec l'idée qu'on se faisait du sport. Prenez ce qui se disait chez les onces, les grosses têtes, les penseurs, tant dans la sphère médicale, religieuse ou philosophique que scientifique. La femme ne saurait être légale. Tout à fait d'accord. Elle n'est pas faite pour lutter, Mais plutôt pour procréer. elle peut toutefois se livrer à une activité sportive. Tout à fait d'accord. Si celle-ci met en valeur sa grâce et sa beauté. Mais à seule fin de pouvoir favoriser la fécondité de son mari. Belle unanimité. Ah, douce France, pays de mon enfance. Ah ça, et plus je te fouille, et plus tu me surprends. Si je peux me permettre, Je vous en prie. que des jeunes femmes fassent du sport entre elles, dans un terrain rigoureusement clos, inaccessible au public, oui, d'accord. Mais qu'elles se donnent en spectacle à certains jours de fête, où sera convié le public, qu'elles osent courir après un ballon dans une prairie qui n'est pas entourée de murs épais, voilà qui est intolérable. C'est de vous? Oui. Et vous êtes? Henri Desgranges, créateur du Tour de France cycliste et journaliste à notre journal, qui deviendra un peu plus tard l'équipe.
Quant à ce qui est des comités, associations et autres organismes, leurs composantes pouvaient prêter à certaines orientations. Tenez, prenez le CIO en 1913. Ah, est forcé de constater que la parité... Ah mais... que la parité existe bel et bien. Il y a autant de barbus que de non-barbus. Quant à ce qui est de Monsieur de Coubertin et de sa réaction, quand il apprend que les femmes participent aux Jeux Olympiques... Ah! Je quitte la présidence du CIO et c'est l'anarchie. Accepter les femmes, mais c'est dénaturer les Jeux. Les Grecs l'avaient bien compris, eux qui interdisaient l'accès des stades aux femmes, même comme spectatrices. Vous avez raison, mon chéri, comme toujours. Non, la femme a assez à faire à la maison pour aller jouer à des jeux qui ne sont pas dans sa nature. Allez, terminer avec mon pantalon. Je m'y emploie, mon chéri, mais l'accroc que vous y avez fait me laisse beaucoup à faire. Non, je le dis et je le répète, et nous sommes nombreux à penser ainsi. La femme n'a pas sa place au jeu. Pourquoi ne pas lui donner le droit de vote tant qu'on y est? Vous avez raison, mon chéri. Pourquoi pas? Mais enfin, que dites-vous là? Rien, mon chéri, je plaisantais. Eh bien, ce n'est guère le moment. Évitons de jouer double jeu. L'olympisme se doit de garder ce qui fait sa nature. L'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle, avec l'internationalisme pour base, la loyauté pour moyen, l'art pour cadre et l'applaudissement féminin pour récompense. Bien. Très bien. Le rôle de la femme doit rester ce qu'il a toujours été. Elle est avant tout la compagne de l'homme. La future mère de famille. Et doit être élevée en vue de cet avenir Immuable. Autant se suicider tout de suite. Non, et je le dis avec... Qu'avez-vous dit? Que l'avenir de l'homme est immuable, mon chéri. Mais non! Je parlais de celui de la femme. Oh, combien parfois la solitude me pèse. J'entends bien, mon chéri. Mais Groucho Marx n'a-t-il pas dit que les hommes étaient des femmes comme les autres? Et ça veut dire quoi, ça? Rien, mon chéri. Tenez, c'est réparé. Voulez-vous que je vous aide à le mettre? Non, je me débrouillerai bien tout seul. Dans la vie, nous autres femmes avons à vivre un drôle de drame. Il nous faut toujours combattre les préjugés pour nous ébattre. On nous voile, on nous excise, on voudrait nous voir soumises. L'homme est en haut, la femme en bas. Mais croyez-nous, mais croyez-nous, ça changera, ça changera. Car si l'homme est capable de tout, il ne peut rien sans nous. Viendra bien le moment où cet homme si arrogant finira par vaciller, par tituber et par tomber.